même passant, si nous avions été 5, le communisme n'aurait pas gagné. Eh bien, si nous avions été, nous, en France, non pas quelques dizaines, mais quelques centaines et quelques milliers, nous n'aurions pas attendu 20 ans pour sauver la France des griffes de la sécurité sociale. Et c'est cela qui a été le véritable drame français. Pendant 20 ans, j'ai été banni des antennes, systématiquement, suivi à la trace par les cabinets successifs des premiers ministres, qui donnaient l'ordre aux journaux de ne pas m'interviewer, car j'aurais évidemment annoncé la bonne nouvelle à tout le monde. Et je n'avais à l'époque que les pauvres instruments qui étaient les nôtres, quelques journaux qui voulaient bien accueillir de nos articles, jusqu'à la naissance d'Internet et le développement d'Internet qui a permis évidemment un développement beaucoup plus important et l'explosion qui est venue de Facebook. Car Facebook a été l'artisan des révolutions arabes et il aura été aussi l'artisan de la deuxième révolution française, celle que nous vivons en ce moment. Donc voilà comment les choses se sont passées. Et quand on a face à soi, comme les dissidents de l'Allemagne de l'Est et des autres pays de l'Est, tout l'appareil d'État, il faut une volonté de faire pour résister, et il faut une conviction de faire. Et pour vous donner une illustration du complot contre la démocratie qui a été cette affaire, je terminerai là-dessus, afin de pouvoir entrer dans le vif du sujet pratique pour essayer de savoir ce qu'il faut faire et ne pas faire, on veut se libérer. Je vais vous raconter l'histoire de l'arrêt européen du 3 octobre. C'est une histoire passionnante que personne ne connaît, à part moi, parce que j'en connais tous les acteurs. Et ceux à qui je l'ai raconté, il y en a quelques-uns ces jours derniers, le savent aussi, et vous allez être les premiers à l'apprendre, à part les 3 ou 4 à qui je l'ai raconté. C'est une affaire qui commence en 2007, plus exactement un peu avant, l'affaire Buffalo Grill avait déjà lancé l'assaut de nos thèses, mais c'est surtout la veille du deuxième tour de l'élection présidentielle de 2007 que se noue le complot. La veille du deuxième tour de 2007, c'était un jour où tout le monde savait que Nicolas Sarkozy allait gagner, parce que les sondages étaient clairs et nets, et effectivement, ils ne se sont pas trompés, il a fait 53% des voix, je m'en fous. Les gens que l'on appelle les sociaux, c'est-à-dire tous les technocrates qui sont une vingtaine, qui gèrent pour leur plus grand profit. C'est un profit d'ailleurs plus idéologique que réellement matériel. Mais il s'agisse quand même pour le profit de ce système. Ont vu un danger considérable dans l'élection de Nicolas Sarkozy, car il avait dit, et j'ai même une lettre de lui qui le dit, qu'il appliquerait des directives européennes. La veille de son élection, alors qu'elle était certaine, apparut le dernier décret de Jacques Chirac, le dernier. Il est paru au journal officiel, et il nommait M. Xavier Prétot comme conseiller extraordinaire à la Cour de cassation. Alors vous allez me dire, décret banal, sans importance, sans intérêt, mais si, c'est un décret très important. Qui est M. Prétot? M. Prétot n'est pas magistrat. M. Prétot est un haut fonctionnaire de l'inspection générale de l'administration, et qui est en plus l'auteur de nombreux livres sur la sécurité sociale, avec son ami Dupéry. Pourquoi ont-ils nommé ce type là-bas? Parce qu'ils savaient que c'était la dernière barrière possible contre nos actions, car la Cour de cassation est celle qui intervient évidemment en dernier ressort dans tous les jugements. Donc ils se sont dit, s'ils obtiennent des jugements favorables, eh bien il faudra les classer à la Cour de cassation, et Prétot était l'homme destiné à cette mission. Alors, l'histoire ne s'arrête pas là, car celui qui l'a fait désigner s'appelle M. Frédéric Salabarou. C'est il est devenu le gendre de Chirac. Ce type a été conseiller social au cabinet de Juppé, conseiller social à l'Élysée, puis secrétaire général adjoint de l'Élysée, puis secrétaire général. Il a été le dernier secrétaire général de Chirac. C'est donc lui qui a préparé ce décret, Chirac signant on veut faire signer, et qui d'ailleurs, Chirac n'était pas hostile à l'idée de préserver le monopole, il s'est toujours fait le garant de la sécurité sociale. Alors Chirac est le type qui a toujours tout garanti dans sa vie. Il n'y a qu'à voir les effets que ça a eu pour la France, enfin, voilà.
Si un jour Chirac, qui n'est peut-être plus en état de garantir quoi que ce soit, vous propose de garantir quelque chose, surtout fuyez rapidement, vous n'aurez aucune garantie. Et donc, ce décret, signé par Jacques Chirac, organise au sein de la Cour de cassation un véritable coup d'État judiciaire, puisque ce type est nommé à la deuxième chambre civile. La deuxième chambre civile est justement chargée, et c'est ça que c'est extraordinaire, chargée de régler les problèmes de sécurité sociale. Or, la chambre compétente, normalement, était la chambre sociale de la Cour de cassation. Elle a été dessaisie quelques années auparavant, en application des directives européennes, pour donner la compétence à la chambre civile. Et on nomme M. Prétot à la chambre civile, et c'est lui qui est rapporteur de tous les recours qui pourraient s'opposer ou qui prétendent obtenir le droit à la liberté de la protection sociale. Et Prétot fait toujours systématiquement des rapports négatifs, et la chambre sociale obéit, car j'ai quand même quelques entrées à la Cour de cassation, et plusieurs hauts magistrats m'ont dit, Prétot, on l'appelle ici l'ayatollah. Et ce n'est pas parce qu'il détient la vraie foi musulmane, mais c'est tout simplement parce qu'il détient la clé des nominations. C'est-à-dire que quand on a nommé un type comme ça, de cette façon, on sait que s'il s'oppose à une promotion ou à une décoration, eh bien, cette promotion ou cette décoration n'auront pas lieu. Et c'est comme ça que les magistrats de la Cour de cassation, les plus hauts magistrats français, ont fait un coup d'État judiciaire. Car normalement, ils auraient dû évidemment faire application des lois françaises. C'est leur droit et c'est leur devoir. Eh bien, ils ne l'ont pas fait justement parce qu'il y avait quelqu'un qui les a, en quelque sorte, mis sous la coupe de l'État. Alors, les choses devenaient très graves, car nous avions la première, la plus haute juridiction française qui n'appliquait pas la loi. Et qui plus est, qui n'appliquait même pas la loi européenne. Comment voulez-vous que l'Europe fonctionne quand vous avez un État, parmi les 28, qui n'applique pas le droit communautaire, alors même que la Cour de justice a fixé le droit? C'est toute la base de l'Europe qui chancelle. Alors il s'est passé un événement heureux. J'ai un de mes amis qui était un avocat, il est malheureusement décédé, qui me disait toujours, tu sais, il faut faire le pari du bon juge. Et c'est vrai que dans bien des affaires, il arrive qu'on tombe sur un bon juge. Mais dans cette affaire, je lui disais, compte tenu du nombre de mauvais juges que j'ai eu à affronter, je me demande si vraiment ton aphorisme a quelque valeur. Il dit, non, non, ne t'inquiète pas, tu verras, tu trouveras le bon juge. Et il avait raison, nous l'avons trouvé. Nous l'avons trouvé en la personne de quelqu'un qui était procureur de la République de Paris, M. Yves Bott. Ce magistrat était auparavant en poste dans la Sarthe. Il était le procureur de la Sarthe. Et le juge Thierry Jean-Pierre, qui poursuivait un certain nombre d'errements, et notamment de financements illégaux sur le plan politique, m'avait plusieurs fois dit, quand je le connaissais, que le procureur Bott l'avait toujours soutenu. Ce qui, pour un procureur, quand on s'attaque à des fondements des partis politiques, est quand même courageux. Puis, il a été celui qui a beaucoup fait pour que les accusés, à tort ou trop, soient innocentés. C'est à Paris qu'on lui a reproché d'être venu annoncer la décision de la Cour d'appel, mais il méritait de le faire parce que sans son insistance et sans son action, les accusés du trop seraient toujours accusés, et probablement en prison. Et puis, couronnement de sa carrière, il a été nommé avocat général à la Cour européenne de justice. Ça remonte à quelques années. Les magistrats européens ne vivent pas dans une bulle, et ils ne vivent pas non plus en dehors de leur pays. Ils ont tous des attaches. D'abord, ils connaissent pratiquement tous les juges, ils connaissent l'état judiciaire, ils connaissent naturellement les événements qui s'y passent. Et donc, à la Cour européenne de justice, on savait depuis au moins 10 ans qu'en France, en tout cas au moins 7 à 8 ans en tout cas, en France, on n'appliquait pas les lois européennes, et on n'appliquait pas la jurisprudence de la Cour européenne. C'était un grand souci au niveau de la Cour de justice, car ça signifiait, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il n'y ait plus en Europe de justice, il n'y a plus d'état de droit à partir du moment où un État s'affranchit
des règles communes. C'était à la fois bafouer la Cour européenne elle-même, et c'était surtout bafouer la construction européenne. Donc les magistrats avaient bien l'intention de faire en sorte que cette affaire se termine, et se termine dans le respect du droit. Fallait-il encore trouver le moyen de le faire? Car il n'était pas saisi, puisque pour saisir la Cour européenne de justice, vous n'avez que deux voies. La première, c'est ce qu'on appelle la question préjudicielle, un tribunal français à qui vous vous adressez et qui, face à la question que vous posez, considère qu'il y a un contenu européen dans votre question et demande une réponse à la Cour de justice. Ça s'appelle la question préjudicielle, c'est-à-dire avant de dire le droit à la justice. Cette voie nous était fermée, puisque tous les tribunaux français avaient reçu l'ordre de ne pas poser la question préjudicielle. Quand un tribunal de commerce de l'Ariège a posé une question préjudicielle, il n'a pas fallu 15 jours à la Cour d'appel de Toulouse pour l'annuler. Alors on nous dit parfois que la justice est lente, mais je voudrais m'élever vraiment contre ces implications mensongères. La justice est souvent très rapide. Dans ce cas-là, il a fallu 15 jours. Il n'y a pas eu de question préjudicielle. Cette voie nous était fermée. La voie de la commission nous était fermée aussi, puisque la commission avait l'ordre, le service juridique était dirigé par un Français, M. Michel Petit, envoyait systématiquement toutes les demandes visant à saisir la Cour de justice. Et la Cour de justice avait pourtant fait le maximum pour que nous ayons les armes nécessaires. Elle avait condamné la France en 1999 et rendu un arrêt particulièrement clair qui s'appelle l'arrêt Podesta en 2000, disant que les régimes français de sécurité sociale n'appartiennent pas au régime légal, mais sont des régimes professionnels. Ça a l'air d'une subtilité juridique, c'est très important et c'est facile à comprendre. Un régime légal, c'est un régime qui concerne l'ensemble de la population, et un régime professionnel, c'est un régime qui est établi selon les catégories auxquelles on appartient. La France est un pays de régime professionnel, puisqu'il n'y a pas un seul régime légal. Même le régime général est un régime professionnel, puisque c'est le régime général des travailleurs salariés. Vous avez à côté le régime des travailleurs non salariés, le régime des clercs des notaires, le régime des médecins, etc., etc. Il y a plusieurs dizaines et dizaines de régimes différents qui sont tous professionnels. Et la grande différence, c'est qu'un régime légal n'est pas visé par les directives européennes, alors que les régimes professionnels le sont et sont concurrentiels. Voilà, c'est ce que disaient déjà les directives. Et la Cour de justice, dans un effort considérable de pédagogie, dans cet arrêt Podesta, a développé très largement cette idée, et on nous a fait savoir que la Cour de justice avait fait tout ce qu'il fallait pour que l'affaire se règle en France de façon satisfaisante. Parce qu'ils avaient le souci déjà de ce qui se passait. Nous étions en 2000. Puis, ce qui s'est passé entre 2000 et maintenant, c'était épouvantable. C'était vraiment un coup d'État permanent et un déni total de l'État de droit. Alors, que pouvait faire la Cour de justice? Parce qu'elle n'était pas saisie. Chaque fois que nous demandions à la Cour de cassation de saisir la justice européenne, M. Prétot-Veillé disait « Mais non, la question a déjà été réglée en 1996. » Oui, il y a eu un arrêt en 1996 qui a été modifié par plusieurs arrêts successifs. Mais lui, il s'était arrêté en 1996 parce que c'était l'arrêt qui lui convenait. C'est comme par exemple, si je vous disais, je suis historien, mais moi, la bataille d'Alésia, je ne veux pas la connaître. Elle n'a pas existé. Donc, la France est toujours gauloise, Vercingétorix a été élu président de la République, etc., etc. On peut délirer tant qu'on veut. Bref, c'est exactement ce que fait la Cour de cassation. Vous vous rendez compte, les plus hauts magistrats français qui tripatouillent les textes, c'est une honte. Ils méritent, savez-vous ce qu'ils méritent? La prison. Moi, si j'étais celui qui devait les juger, je ne le ferais pas parce que je suis trop engagé dans ce combat, mais je serais le procureur très volontiers, et je dirais, goûtez un peu de la prison pour voir ce que c'est que de violer les lois de la République. Bref, la Cour de justice était très soucieuse de cette affaire, et elle a fait ce que font les grandes cours internationales, c'est-à-dire elle a biaisé, et celui qui a été l'artisan de cette affaire, c'est le procureur devenu avocat général Yves Bott.